Alors, donc, attendez, oui, peut-être que je partage mon écran, sinon vous verrez rien. Active l'application à l'écran. Ok. C'est bon, tout le monde va voir normalement là. Ok, on est bon. Alors, donc, travail de groupe aujourd'hui. On va corriger le travail de groupe. On avancera un petit peu dans le cours. Je vous donnerai un petit peu de boulot à faire, pas grand-chose pendant les vacances, histoire de bosser un petit peu, mais je veux pas trop vous harceler. On va vous laisser un petit peu souffler. C'est pas évident en ce moment pour tout le monde. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, on y va pour le travail de groupe. Donc, déjà, ça, bon. On parlait de l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, c'était pas trop mal. Donc, vous avez vu les notes. Normalement, c'est en ligne. Donc, je vous rendrai ça à la rentrée, mais j'ai mis les notes. Donc, on vous parle en fait de la voiture qui a roulé, qui a passé. On essaie de savoir est-ce que la voiture a dépassé le mur du son. Donc, pour savoir ça, déjà, première chose, il faut convertir ce truc-là en miles par heure en kilomètres par heure. Donc, ça fait 763,035. Ça, c'est des miles par heure. Donc, si on veut le mettre en kilomètres par heure, vu qu'on sait que 1 miles, ça correspond à, ici, on vous le donne dans les données 1,600, c'est 1,609. Il suffisait de faire fois 1,609 et on avait le résultat. Alors, on va le faire rapidement. Je n'ai pas la calculatrice sous le coude, mais on va le faire. Donc, ça fait 763,035 fois 0,609 et ça fait donc du 1227 en 1227, bon, si on arrondit 60. Alors, j'avais 6 chiffres significatifs, donc on arrondit à 72 km par heure. Qui me parle? Oui, il y a déjà les notes, ouais. Normalement. Bonjour à ceux qui arrivent. Désolé pour le retard, il y a eu une panne de connexion. Mais c'est revenu. Et donc ici, 1227 km par heure. Et donc, pour le mettre en mètres par seconde, on avait déjà fait l'explication, d'accord? Alors ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que vous rappeliez. Quand on passe des kilomètres par heure en mètres par heure, par exemple, il faut faire fois 1000. Et quand on passe de mètres par heure en mètres par seconde, il faut faire diviser par 3600. Parce que si vous faites 3600 mètres en une heure, vous en faites 3600 fois moins en une seconde. Et donc, du coup, concrètement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. Et dans l'autre sens, il faut faire fois 3,6. Donc là, ici, nous, on a des kilomètres par heure. On veut les passer en mètres par seconde. Donc, on divise par 3,6. Donc, on reprend notre 1227,72 divisé par 3,6 et on obtient, alors si on prend le résultat exact divisé par 3,6, on obtient 341, on va arriver, 341 mètres par seconde. Donc, est-ce qu'il a dépassé le mur du son, sachant que c'était 340? Eh ben, c'est très légèrement supérieur à 340, donc effectivement, il a dépassé le mur du son. De pas beaucoup, mais il l'a dépassé. Donc ça, globalement, tout le monde l'a fait, je crois. Par contre, ce qui n'a pas été fait très bien, de toute façon, vous inquiétez pas si vous n'avez pas pris la correction, c'est enregistré, et puis de toute façon, vous aurez votre copie pour corriger ça. Donc maintenant, le 2, ici, on dit qu'un avion vole à 800 km par heure. Donc déjà, première chose à faire, le premier réflexe, c'est de le mettre en mètres par seconde. Donc on divise par 3,6 et on divise tout de suite par 3,6. Donc on fait 800 divisé par 3,6 et on trouve 222 mètres par seconde. Et maintenant, on va essayer de voir est-ce que c'est supérieur ou inférieur à la vitesse du son. Sachant que plus il fait froid, moins le son se déplace vite. Parce que quand il fait très froid, les molécules bougent moins, et du coup, si les molécules bougent moins, elles ont moins tendance à aller rencontrer les molécules d'après. Donc du coup, le son va être beaucoup plus lent. Il va mettre beaucoup plus de temps à se déplacer. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas énorme non plus, mais ça peut jouer. Et donc, on vous donnez la formule ici. On vous dit que la vitesse du son à une certaine température, c'est la vitesse du son à 0 degré multiplié par racine de 1 plus la température sur 273. La température, ce coup-ci, on vous l'a donné en Celsius. Donc on y va, on remplace, donc vitesse du son, moins 50.
c'est vitesse du son à 0, donc 330, fois racine de 1 plus moins 50 sur 273. Alors, je repars faire le calcul, j'ai pas de calculatrice sous le coude là, mais ça fait 297, je crois, de mémoire, mètres par seconde. Donc on voit que le son va un petit peu moins vite, mais c'est pas énorme, ça fait 10% d'écart à peu près. C'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. Et du coup, comme 222 est plus petit que 297, on déduit que l'avion n'a pas passé le mur du son. L'avion n'a pas dépassé le mur du son. Alors, désolé, ça saute parce qu'il y a trop d'écriture. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Oui, non, pas de questions? Ok. Personne qui est là, je vérifie qu'il n'y a personne en attente, donc on y est. Bon, il y en a qui ont dû se barrer, du coup, je suppose. Bon, normalement, tout le monde est là. Bon, alors, ça, c'est le premier exercice, rien de trop compliqué. On va effacer ça. On passe à la suite. Alors, exercice 2. Là, on vous dit, en fait, on fait un clap. Donc ça a été un peu c'était difficilement compris pour tout le monde. Si le son, il part ici, mais je ne peux pas l'enregistrer. Le problème, c'est que je veux enregistrer mesurer la vitesse du son. Donc, ce qu'il fait, c'est que le son, lorsqu'il va atteindre le micro 1, à cet endroit précis, il sera en fait, au même moment, il sera en train de se déplacer entre le clap et le micro 2. Donc, au moment précis où il rencontre le micro 1, il lui reste encore cette distance-là à parcourir. Et cette distance-là à parcourir, elle vaut 1,10 m, parce qu'en fait, il y avait 2,80 m à parcourir. Et le son, lorsqu'il a parcouru 1,70 m, il atteint le micro 1. Et à partir de ce moment-là, l'enregistrement commence. Donc, en fait, il n'a pas 2,80 m à parcourir, le son, il a bien 1,10 m. Donc, concrètement, pour mesurer la vitesse du son, on va l'appeler vitesse du son, ou célérité du son, comme on disait dans l'énoncé. C'est la distance parcourue, donc 2,80 m moins 1,70 m, tout divisé par le temps de parcours. Et le temps de parcours, on voyait que c'était à peu près 3,1 ici. Mais attention, 3,1 millisecondes. Donc, il fallait faire x 10 puissance moins 3. Donc, ça fait du 1.1 divisé par, alors je vais mettre en comme ça, parce que sinon ça va être galère. Et on trouvait 355 mètres par seconde. Monsieur, Ouais, écoute, Guédé. mais c'était pas obligé de mettre par exemple 3,1. Genre, vu que c'était pas très précis, on pouvait mettre 3,2 ou des Oui, trucs comme oui, ça, ouais, non? ouais, si vous mettiez 3,2 ou 3, c'était bon, hein. Pas de Ça- souci. Ok, ok, d'accord. Alors, question 2, on vous dit on devait trouver 340 normalement, si parce qu'elle n'a pas aligné les deux sources, avec sinon, sa raison est-elle valable? Non, elle n'est pas valable car le son il se déplace pas en ligne, enfin il se déplace de manière circulaire. Donc le son va bien, en fait vous comprenez bien qu'il va partir en rond autour du clap. Il va pas aller que vers le micro 2, il va aller vers le micro 1 à la même vitesse. Donc finalement l'explication qu'on ne retrouve pas les 340, ce n'est pas lié à ça, à la démarche. La différence, elle peut être liée, il peut y avoir différentes explications, hein, mais la première différence, elle peut être liée au fait que déjà, il y a un gros manque de précision sur le temps. Ici, 3,1, comme tu disais, Guédé, 3,1, 3,2, on ne sait pas trop. Déjà, il y a une imprécision. Ensuite, il y a une imprécision sur la distance. Est-ce que la distance, elle est réellement respectée, au centimètre près? Pareil, parce que c'est compliqué. Dans le micro, est-ce qu'on prend le bord du micro, l'arrière du micro, etc. C'est pas évident. Ah, et après, il y a le temps aussi pour l'acquisition. Est-ce que là, le temps ici, si vous regardez bien, la courbe, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Que l'ordinateur, il a enclenché, mais est-ce qu'il a déclenché au même moment, etc. Il y a un écart. Donc tout ça, c'est des règles, c'est lié à l'expérience, et du coup, on trouve un truc proche de 340, mais pas égal à 340. Rappelez-vous en TP, vous ne trouviez jamais 340. Vous trouviez 290, 300, 310 quand on l'a fait. C'est pas très très précis.
D'accord? Donc c'est un problème de précision, mais c'est pas lié au principe là, puisque le son va se déplacer en rond et quand il va atteindre le micro 1, 3 à l'endroit là. Des questions sur l'exo là? Bon, ça, normalement, c'était pas trop mal fait. Continue. On va tout effacer. Document, page 2. Là, c'était là Clément. Donc on vous dit que quelqu'un cherche à mesurer le son, la vitesse du son, d'accord, en l'expérience, et du coup, il met une cloche sous l'eau. Donc en gros, il y a le niveau de l'eau, il met une cloche ici qui fait un son. Et en surface, il fait une explosion. Comme ça, le mec sur la barque, lui, il est sur une barque un peu plus loin. Quand il voit l'explosion, il déclenche le chronomètre. Et quand il écoute le son en même temps, et lorsqu'il entend le son, il arrête le chronomètre. Donc il aura eu le temps, en fait, pour que le son aille de là à là. D'accord? Du coup, on y va pour le calcul. Donc première chose, calculer la vitesse du son obtenue par Colladon sur la base des mesures. Donc la vitesse du son, bah, c'est la distance parcourue sur le temps de parcours. Là, il n'y a pas d'aller-retour parce que c'est directement mesuré de l'explosion vers le mec qui reçoit. La distance de parcours, elle est là, elle est de 13 887 et on divise ça par le temps de parcours qui était de 9 secondes et 1 dixième, donc de 9,1. Donc on a juste à taper ça sur la calculatrice, 13 887 divisé par 9,1 et on trouve 1526 mètres par seconde. Donc là, c'est la vitesse de son dans l'eau. Et on voit bien qu'on retrouve plus que le 340. Pourquoi? Parce que les molécules sont plus rapprochées. Et comme les molécules sont plus rapprochées, forcément, ça fera les molécules iront plus vite taper dans la molécule d'après. D'accord? Si les molécules sont comme ça, la molécule là, dès qu'elle va taper, elle va taper dans la suivante, etc., etc. Alors que si les molécules sont très éloignées, bah, celle-ci, il faut tout le temps qu'elle aille atteindre celle-ci pour aller, etc. Donc le son va moins vite. Et du coup, question 2, sur quelle approximation est basé le déclenchement du chronomètre? Le signal lumineux, alors déjà, en fait, il y en a deux des approximations. La première, c'est que la lumière est instantanée. Parce qu'en fait, quand il fait l'explosion, la lumière, elle va mettre un certain temps à atteindre la personne. La lumière, elle a 14 km à parcourir. Mais 14 km pour la lumière, c'est quasiment instantané à l'échelle humaine. D'accord? La lumière est instantanée et en plus, il y a le temps de réaction de rentrer en compte. Mais surtout, ce qui était important, c'était la lumière est instantanée. Alors, ensuite, question 3, l'explosion devait se produire à au moins 15 mètres au niveau du lac, sinon elle n'était pas vue. Pourquoi est-ce que c'est ça? Bah, tout simplement, si vous êtes sur un lac, et vu que la Terre, elle est ronde, et ça, on en est sûr, si vous êtes ici, forcément, alors si je prends une ligne, je sais plus si vous les lignes, c'est là. Si je prends une ligne, d'accord, bah, je peux faire ce que je veux, la ligne, oh putain, c'est pas ce que je voulais faire. Si je prends une ligne, je pourrai jamais voir le deuxième. Si le mec est sur la barque ici, à l'endroit là, donc si vous êtes ici pour l'explosion et vous êtes sur la barque à l'endroit B, bah, vous pouvez jamais le voir. Par contre, si vous vous mettez à 15 mètres d'altitude, donc vous mettez à peu près ici, d'accord? Et bien là, en fait, on va pouvoir le voir. Bon, j'exagère un petit peu, il faudrait que je fasse un peu la courbure plus petite, mais vous avez compris le principe. D'accord? La lumière va pouvoir me parvenir alors qu'elle ne me parvenait pas ici. L'intérêt de le faire en hauteur, l'explosion, c'est pour que la personne, à cause de la courbure du lac, voit les choses. Question là-dessus? Non. C'est bon? Continue? Non. Moi, hein, je vais un peu vite, mais bon, on l'a déjà fait. Ok. Alors, dernier exercice. Alors là, c'était vraiment bateau. Hein, tout ce qui est de plus simple. On vous donne des temps. Il faut trouver les fréquences. Donc, pour trouver la fréquence 1, il suffisait de faire 1 sur T1. Donc, ça faisait 1 divisé... Alors, attention, là, c'était en secondes. Et là, on le trouvait en Hertz. Donc, on fait 1 divisé par 0,16. On va le faire tout de suite. Ça fait 6,25 Hertz. Pour F2, on fait 1 sur T2. Et on va trouver 1 sur 1,8. Alors attention, c'est des millisecondes.
Donc ça fait du 10 moins 2 fois 10 moins 3. Donc ça fait du 10 moins 5. Alors là, je vais faire la calculatrice. 1 divisé par 1.8. Ah, je vais arriver. Par 1.8 fois 10 puissance. Ah, ça me saoule. Ouais. On va le faire autrement parce que ça me gonfle. Elle est nulle la calculatrice là. 1 divisé par. Aïe, 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 aïe. 1 divisé par 0.00018. Et on trouvait, voilà, 55 555 Hertz. D'accord? F3. On faisait le même calcul. 1 divisé par 0,24 10 moins 3. Et donc on fait 1 divisé par 0.00024. On trouvait 4166 Hertz. Ouais, F67. Donc maintenant, est-ce que c'est audible ou pas? Il suffit de regarder. Ici, 6,25, c'est des infrasons, que c'est inférieur aux 20 Hz, donc on n'entend pas. Ici, 55 000 Hz, c'est supérieur aux 20 000 Hz qu'on est capable d'entendre, donc c'est ce qu'on appelle des ultrasons. Et ici, on est bien dans notre gamme, donc c'est audible. Ouais. Vous voyez qu'il n'y avait rien de trop compliqué sur cet exercice-là. Qui c'est qui a fait un jeu de mots, moi? Ah bon, j'ai fait quoi? J'ai même pas fait gaffe. Bon, pas grave. Allez, donc du coup, on repasse au cours. Donc il en manque quand même pas mal là. C'est dommage. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. C'est la faute de ma connexion. Bureau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le chapitre. On revient sur le cours, d'accord? Sur le chapitre 6, pardon. Et on travaille là-dessus. Ah oui, oui, j'ai pas fait attention. Pardon. Alors, on y va. Donc, on en était là dans le cours. On avait dit, voilà, que la lumière, c'était comme le son, enfin, c'était une onde, mais à la différence du son, elle pouvait se déplacer à une vitesse bien plus grande, et en plus, elle peut se déplacer dans le vide. Et je vous avais dit que dans le vide, la vitesse du son, de vitesse de la lumière, pardon, c'était 300 000 km par seconde, soit 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et qu'elle pouvait ralentir, d'accord? Et justement, comme elle ralentit, on peut décrire la vitesse du son dans un milieu grâce à son indice. L'indice, c'est n dans ma formule, c'est de combien de fois la lumière est ralentie. Par exemple, si vous avez un indice de 2, ça veut dire que la lumière, elle va 2 fois moins vite dans ce milieu. Si vous avez un indice de 2,2, c'est que ça va 2,2 fois moins vite, 1,4, etc. Et comme la lumière ne peut pas aller plus vite dans le vide, parce qu'il faut bien comprendre que la lumière dans le vide, elle se déplace, elle a rien pour l'embêter, elle a pas de particules, elle a rien. Forcément, vous pouvez pas aller plus vite que ça, parce que vous pouvez pas être moins embêté lorsqu'il n'y a pas de molécules. Donc forcément, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc la lumière, elle est toujours limitée. Dès qu'elle rentre dans un milieu, elle ralentit. Donc l'indice d'un milieu est toujours plus grand qu'un. Et du coup, alors, je vous avais expliqué ça très rapidement, mais je vais vous le réexpliquer une nouvelle fois, parce que c'est important. Oui. Oui. Que se passe-t-il? Non, C'est rien. Esteban. Alors, je vais expliquer que lorsque vous êtes... J'ai pris l'exemple de quelqu'un sur la plage. Je ne sais pas si c'est avec vous que je l'avais fait, je ne sais plus. Imaginons que vous soyez quelqu'un, vous êtes un sauveteur, un nageur sauveteur, et quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau à cet endroit-là, et vous êtes ici. Si vous voulez aller le sauver, vous courez plus vite que vous ne nagez. Donc en vrai,
inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous n'allez pas faire une ligne droite comme ça. Parce que si vous partez en ligne droite, vous allez passer pas mal de temps dans l'eau. Pareil, vous n'allez pas faire un truc comme ça, parce que là, c'est vraiment que vous êtes mauvais nageur. En réalité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un truc un peu entre les deux. Vous allez partir sur couper la poire en deux, vous allez partir un peu en diagonale, et puis ensuite, vous allez partir ici, comme ça, pour le sauver. Parce qu'évidemment, plus vous allez nager vite, plus vous allez tendre vers ça, vers cette courbe-là, et plus vous allez nager lentement, plus vous allez tendre vers ça. Vous allez essayer de... Si vous nagez très vite, vous vous en foutez, vous allez en ligne droite. Par contre, si vous nagez pas bien, vous allez avoir tendance à essayer de vous arranger pour nager le minimum. Et ben pour la lumière, c'est pareil. Lorsque la lumière, elle arrive dans un milieu, elle va modifier son angle pour que le temps de traversée du milieu soit le plus court possible. C'est-à-dire que lorsque la lumière, elle va arriver, par exemple, ici, à la surface entre, je sais pas moi, de l'eau et de l'air, vu que la lumière, elle va moins vite dans l'eau, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être déviée. Alors, je vais le faire avec des droites, mais c'est chiant parce que ça le fait en noir. Ça me saoule. Je sais même pas c'est où. Il veut pas. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc ici, quand la lumière, elle va arriver ici, elle va être déviée. Elle va ressortir déviée. Elle va pas aller en ligne droite. D'accord? Et cette déviation, on l'a vu en cours, elle respecte une loi. Et cette loi, c'est la loi de Descartes. La loi de Descartes, elle nous dit que l'angle qui est là, si on l'appelle l'angle I1, et l'angle ici en sortie qui s'appelle l'angle I2, on retrouve une formule qui nous dit que l'indice N1 fois le sinus de l'angle I1 est égal à N2 fois le sinus de l'angle I2. Donc là, c'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Donc Snell était un anglais, Descartes était un français, les deux l'ont trouvé à peu près au même moment, donc on appelle ça la loi de Descartes. On fera le TP là-dessus à la rentrée. Du coup, je vous avais donné une fiche, justement, pour vous entraîner à faire ces exos-là. Ouais, est-ce que tout le monde l'a fait? Oui. Ou pas? Donc, je Ah, vais j'ai donner pas la pu le fiche. faire. Alors, j'espère que tout le monde a fait les exos. Ça va plus vite, parce que sinon... Ok. Alors, bon, donc on avait premier exo. On va corriger ça. Après, on avancera un petit peu dans le cours, mais je ne veux pas trop avancer, parce que déjà, on n'a pas trop le temps. On fera peut-être une visio... De toute façon, on se revoit le lundi de la rentrée. Bon, on verra. Bon, non, je voudrais du boulot. On verra. Donc ici, vous avez un angle, donc tout ce qui est de plus bateau. Ici, vous avez N1, on sait que c'est de l'air, on sait que c'est du verre, et on a l'angle I1. Et à la fin du sujet, je vais vous donner les indices. D'accord? Alors, à la fin, voilà, je vous donnais en bas les données ici. Attendez, j'enlève ça pour que vous le voyez. Ici, vous aviez les données. D'accord? Alors maintenant, il veut bien que je fasse des traits. Bon, bref. Ici, du coup, j'ai l'indice du verre qui vaut 1,42, l'indice de l'air qui vaut 1, l'indice de l'eau qui vaut 1,33. Donc dès que vous voyez verre, etc., vous savez que c'est du 1,40. Alors on part sur notre exo, on applique la loi de Descartes. Donc ça nous fait du N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Je remplace par ce que je connais. Donc je connais quoi? N1, c'est de l'air. Je connais I1, c'est 61,5. Et je connais N2, c'est du verre. Donc je suis parti. Donc 1 fois sinus de 61,5 est égal à 1,42. C'est ça, j'avais mis 1,42. Je ne sais plus combien j'avais mis pour le verre. Il y a différentes sortes de verres. Hein. Oui, c'est 1,42. Donc 1,42 fois le sinus de l'angle I2. Et du coup, vous faites le calcul, vous faites sinus 61,5 divisé par 1,42 est égal à sinus I2. Mais comme moi, je veux pas le sinus, je veux I2 tout court, il faut que j'annule le sinus. Et donc, pour annuler le sinus, j'applique la fonction sinus moins 1. Sinus moins 1 de sinus. Alors, vous pouvez taper tout ça directement sur votre calculatrice ou faire le calcul avant et le rentrer, comme vous voulez.
C'est plus précis de le faire comme ça parce qu'il n'y a pas d'arrondi. Égal à I2. Et vous trouviez combien pour I2? Dites-moi. Vous allez chercher une calculatrice pour vérifier tout ça. D'autres valides? Moi, je pense que ça doit être ça. Tout le monde est d'accord pour le 38? Ceux qui l'ont fait? Ouais, on va arrondir à 38, c'est pas trop grave. Dans le contrôle, quand on fera le contrôle là-dessus, je serai. Essayez d'être précis quand même, mais en fait, si vous faites le calcul ici, vous faites un arrondi, qu'après vous le rentrez dans l'arc sinus, vous allez avoir un truc différent. Parce que le sinus, vu que c'est une fonction qui varie beaucoup, la moindre petite variation, ça peut tout changer. Alors, quand je dis tout changer, c'est de l'ordre de 1 ou 2 degrés, hein, c'est pas non plus. Voilà. Et Donc vous monsieur, trouviez pour la réponse, on met de quoi 38. Pour la réponse, on met 38 ou 38,3. 38,3, c'est mieux si vous avez fait une valeur X, mais dans le contrôle, je compterai juste pour 38, quoi. Je ne veux pas aller vous embêter pour ça. Mais là, comme là, on avait trois chiffres significatifs, on avait un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Techniquement, on va avoir trois chiffres significatifs ici. D'accord? C'est pour ça que j'avais mis les indices avec trois chiffres significatifs. Donc, on avait 38 pour le premier. J'efface tout ça. Donc ici, on va le laisser là pour ceux qui verront 38 degrés. 38,3 pour ceux qui l'ont fait. On continue. Alors là, ici, c'était I1. C'est le même exercice, mais ce coup-ci, on a I2, on a N2, etc. Donc on est reparti. Toujours pareil. L'eau, c'est 1,33 fois sinus de I1 est égal à N2, donc c'est le vert, c'est 1,42 fois sinus de 62. Et du coup, là, j'ai sinus I1 est égal à 1,42 fois sinus 62 sur 1,33. Et du coup, I1 égale sinus moins 1 de tout ça. Donc, encore une fois, si vous tapez ça sur votre calculatrice, c'est le top, qui n'y a pas d'arrondi. Et vous trouvez, dites-moi, qui l'ont fait. D'autres ont trouvé pareil. Ça valide ou pas? Bon, j'ai compris, je vais chercher une calculatrice, quoi. Bon, j'arrive, attendez 2 secondes, je vais chercher une calculatrice. On y va, donc là vous pouvez taper directement sur votre calculatrice, hein, vous tapez tout l'ensemble. Alors, trigo, tac, donc 1,42, faut pas oublier les parenthèses. Hein. Fois sinus 62, alors faut attention d'être bien en degrés et pas en radians, donc moi par exemple je suis en radian, ça va pas le faire. Donc là en degrés, voilà, tout ça divisé par 1,33. Et ça fait 70,5. Oula, 41? Alors, comment on fait pour être sûr? Comment on fait pour être sûr? Ici, vous partez d'un milieu qui est 1,33. Ici, vous allez dans un milieu qui est 1,42. Donc la lumière, elle va plus vite ici, elle va plus vite dans l'eau que dans le verre. On est d'accord? Donc forcément, c'est exactement le même cas que tout à l'heure. C'est comme si, imaginez, vous êtes sur la plage en train de courir, vous courez plus vite sur la plage, vous allez sauver quelqu'un qui serait ici, et vous, si vous êtes ici, forcément, l'angle ici va être plus grand. Vous allez chercher à diminuer la durée du trajet dans le verre, puisque vous allez moins vite dans le verre. Donc forcément, l'angle de départ, il est plus grand. Non, mais monsieur, je comprends pas d'où il vient le 1,2. Il vient d'où? C'est Laurine, c'est ça? Monsieur, le 1,42, moi j'ai juste mis
sinus 62 divisé par 1,33. Ah oui, alors là, c'est parce que vous vous êtes fait avoir, parce que dans le sujet, là, regardez, c'est bien du verre, c'est pas de l'air. Faire attention à la situation, là, j'ai mis du verre exprès. Donc là, il faut bien prendre l'indice N2, c'est pas N1 et N2, c'est pas tout le temps 1 ou je sais pas quoi. Il faut regarder ce que c'est. Là, N1, c'est l'indice de l'eau, donc 1,33. N2, c'est l'indice du verre, donc 1,42. C'est là votre erreur, je pense. Esteban, tu t'es trompé aussi. 41, t'avais fait quoi? T'avais fait comment, en fait, pour trouver? Sinus Donc, vous faites pas avoir, hein, c'est bien en fonction 1,3. de l'indice qui nous intéresse. Mais je comprends pas ça, monsieur. Je comprends pas. Je comprends pas quoi. Là, j'ai pas compris ça. Bah, en fait, c'est exactement la même formule. Bah, le 1,42, moi j'ai juste fait sinus 62. Ah, t'as pas mis le 1,33, c'est ça, toi? Non, j'ai pas mis 1,42. Eh ben, en fait, bah, on reprend. La loi de Descartes, elle dit toujours c'est N1 sinus I1. Donc, ce truc-là fois le sinus de l'angle là est égal à ce truc-là fois le sinus de l'angle I2. Ça va jusqu'à là? À chaque fois, Et on remplace en par fait, ce je qu'on pense. connaît. On remplace tout ce qu'on sait par ce qu'on connaît. 1,33, c'est l'indice de l'eau. Ça, on vous le donnait dans le sujet. Sinus I1, c'est ce qu'on cherche. 42, c'est l'indice du verre, puisqu'on va dans le verre. 62, c'est l'angle I2. À chaque fois, il faut vous dire quelle est ma situation, qu'est-ce que je connais, où est-ce que je vais, où est-ce que je suis. Moi, j'ai compris ça. En fait, il faut vraiment pas tomber dans les pièges. Hein. C'est pas tout le temps, pas tout le temps de l'air dans l'eau ou je sais pas quoi. On peut très bien aller du verre dans l'eau, de l'eau dans le verre, du verre dans de l'air dans du verre. Enfin, il y a plein de possibilités, il y a une infinité de possibilités en fait. On va en faire un juste après, vous allez voir. On va en trouver 70. Non. 0,3. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 70,3. Alors, maintenant l'exercice là. Ici, maintenant, ce coup-ci, on cherche un indice. Donc, c'est plus simple, il n'y a pas d'arc sinus à faire. Donc, on prend toujours pareil. Et en fait, ce chapitre-là est plutôt chiant parce que c'est toujours la même formule. Toujours N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Et donc, on y va. N1, c'est l'indice qu'on cherche. Donc, c'est notre inconnu, donc je le laisse. Fois sinus I1, c'est sinus de 61,5 est égal à N2, c'est l'indice du verre. Donc, ce coup-ci, le verre, c'est toujours 1,42. Donc, je peux remplacer. Fois sinus de l'angle I2 qui vaut 35. Ouais. Donc, pour rappel, hein, l'indice du verre, il est noté en bas de la feuille, il vaut 1,42. Donc, ce qui se passe, c'est que pour trouver N1, on a juste à faire 1,42 fois sinus de 35 divisé par sinus de 61,5. Alors attention, vous n'avez pas le droit de simplifier les sinus là. D'accord? Donc on fait 1,42 fois sinus de 35, le tout divisé par sinus. Donc là, il n'y a pas d'arc sinus à faire, mais par contre, il y a deux sinus à calculer. Et ça nous donne 0,92. Donc du coup, c'est un truc pas possible. Nous, t'en trouvez comme moi? Donc, en gros, je me suis trompé en faisant les angles. C'est pas possible. Il aurait fallu que je fasse à 45. C'est pas possible parce qu'on est au-dessus de 1. D'accord? Il y a une erreur. J'ai fait une erreur dans le faisant. Ouais, donc, on va dire 45. Si on prend 45 ici, d'accord? Si on prend 45, on refait le calcul. Ici, on ne trouve pas 0,92 parce que c'est pas possible. On va trouver 1,14. Je n'ai pas fait attention. Donc ici, voilà, on va prendre 45, je répète pour tout le monde, on prend 45 pour corriger.
Bon, c'est pas grave, vous avez compris le principe. De toute façon, une fois que vous avez compris le principe, on prend 45. Et si on prend 45, on trouve 1,14. Parce que 0,92, c'est pas possible. Ça veut dire que la lumière, elle va plus vite là-dedans que dans le vide. Et c'est pas possible. OK? Le dernier, pour la route. Calculer la valeur de N2. Donc là, on cherchait N2. Mais là, il y avait un piège. J'espère que vous n'êtes pas tombé dedans. Alors, j'espère que je ne me suis pas planté non plus. Du coup, si aussi. Que j'ai pris des valeurs, mais je n'ai pas vérifié. N2 sinus I2. Donc ici, N1, c'est de l'eau, donc c'est 1,33. Fois sinus de I1, c'est 61,5. Égale N2, c'est ce qu'on cherche, fois sinus. Là, ce n'est pas 38, parce que le 38, il n'est pas au bon endroit. Ce serait 38 ici. Donc ici, c'est pas 38 en fait. C'est le complémentaire, c'est 90 moins 38. D'accord? Il y en a qui sont tombés dans le piège. Donc ça fait 52 degrés. Est-ce qu'il y en a qui sont tombés dans le piège? Franchement. Ouais, faut déjà que vous l'ayez fait. En plus, ok, bon, bah, tant mieux. Et donc là, on n'a plus qu'à remplacer par sinus 52. Et donc là, on n'a plus qu'à faire le calcul. On cherche N2. Donc N2, c'est égal à 1,33 fois sinus 61,5, le tout divisé par sinus 52. D'accord? Fois sinus 61,5 divisé par sinus 52 et on trouve 1,38. Et il n'y a pas d'unité parce que c'est un indice. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé la même chose? Et du coup, Kimi, est-ce que tu as trouvé la même chose? Ok, nickel. Les autres aussi? Ok. Bon. En train de me tâter, est-ce qu'on commence du cours? J'ai envie de le faire. Ça m'embête un peu parce que vous êtes que 23, et du coup, il y en a 13 qui vont pas avoir le cours. Et comment on va faire ça? On va en parler juste. De toute façon, sur YouTube, Quoi? le cours. Qui a guidé? C'est sur YouTube, le cours, normalement. Ouais, oui, mais bon, quand je vois le nombre de vues que j'ai, je pense que tout le monde ne le regarde pas. Mais bon, c'est pas grave. On va juste avancer un petit peu. C'est pas possible. Le gros du cours, en fait, on le refera à la rentrée. Je ne vais pas prendre de risques. Par contre, on peut avancer un tout petit peu, toujours sur la loi de Descartes. En fait, il y a une partie qu'on n'a pas parlé, c'est cette partie qui est là, avec la petite démo là qui est en haut. En fait, le mieux c'est que je vous montre une simulation loi de Descartes. Je ne sais pas si celle-ci elle est bien, il y en a plusieurs. Alors, en fait, quand vous regardez de la lumière, si j'allume mon laser, ici, on voit que l'angle de sortie qui est ici, d'accord, il va dépendre du milieu qui est là. Donc, par exemple, de là, on voit que quand je dévie, imaginons que je mette de l'air à l'eau. Je ne sais pas si on peut afficher les angles ici. Donc, par exemple, imaginons, alors si je le mets bien là, c'est un peu con leur truc, mais bon. Imaginons que je me mette à 30 degrés, on voit qu'en sortie, j'ai un peu moins. C'est normal. On pourrait faire le calcul, on obtiendrait ça. Maintenant, imaginez on passe l'inverse. On passe de l'eau à l'air. On voit que lorsque j'envoie 30 degrés, si vous voulez du verre, parce que je sais que ça vous perturbe toujours d'avoir de l'eau au-dessus, parce que ça vous perturbe, mais disons qu'on passe du verre à l'air. En fait, on se rend compte que si je mets 30 degrés en entrée, en sortie, j'ai plus que 30 degrés. J'ai 40, 50 degrés. On voit ça? Le souci, Là, je suis plus là. si vous augmentez l'angle, je vais arriver à 40 degrés, on se rend compte que le rayon est de plus en plus grand.
Mais forcément, ce rayon-là, l'angle de sortie ne pourra pas être supérieur à 90, c'est pas possible. Donc il arrive à un moment où en fait le rayon ne réfléchit plus du tout. Il ne traverse plus, il reste dans le verre, il rebondit comme sur un miroir. Et ce phénomène-là, en fait, vous le voyez vous à la piscine. Vous êtes en dessous de la surface avec des lunettes à la piscine. En fait, ou même vous regardez, si vous avez un aquarium à la maison, vous vous mettez à ras de l'aquarium au niveau en dessous de l'eau. Lorsque vous allez regarder le dessus, l'aquarium, en fait, vous allez voir le reflet. Là, le rocher qu'on voit, c'est le reflet qui est dans l'aquarium. Essayez de regarder chez vous, vous prenez au niveau d'un verre, si vous prenez votre verre d'eau, vous regardez à ras en dessous du niveau de l'eau, vous allez voir que ça fait comme un effet miroir. Oui? Non? Vous voyez de quoi je parle? Mais c'est pas le dessous, en fait, du rocher. Ah non, ouais, j'ai compris, ok. Ça fait un reflet. D'accord, si. Ah ouais, le rocher, il est en bas. Ouais. Il est en bas de Imaginons, l'aquarium. je sais pas, vous ferez l'expérience si vous allez à la piscine ou même si, imaginez, vous faites l'expérience chez vous. Vous prenez un verre d'eau, d'accord? Vous mettez votre œil ici, d'accord? Vous regardez par cet endroit-là. Vous allez voir que si vous mettez un objet, par exemple une cuillère ici, en fait, vous allez faire un reflet, vous allez voir la cuillère. La lumière de la cuillère, elle va rebondir sur le verre, sur la surface de l'eau, comme un miroir. Parce qu'en fait, la lumière ici, l'angle d'entrée de la lumière par rapport au verre, ici, elle est trop grande. Et du coup, on se retrouve dans la situation là, où l'angle d'entrée est trop grand. D'accord? Alors, si je prends l'exemple de l'eau, si je peux pas, non, je peux pas le mettre de l'autre côté. Merde, c'est con. Ouais, je pouvais. D'accord? On se retrouve dans la situation là où on dépasse l'angle. Et donc, si vous voulez savoir à partir de quel moment vous avez ce phénomène où ça rebondit, donc vous voyez que là, par exemple, dans mon cas, c'est à peu près à 41, 42 degrés ici. D'accord? Je vais le déplacer un tout petit peu. Là, 42, je ne vois plus rien. 41, on voit le rayon. Et ben, pour retrouver ce calcul-là, cette mesure de 41 se retrouve par le calcul. Et je vais vous faire la petite démo. La démo, elle n'est pas compliquée. En fait, on repart sur la loi de Descartes. N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. On va reprendre le verre. Donc, si on est dans du verre et qu'on va dans de l'air, d'accord? On va chercher à quel angle ici il faut rentrer. Et pour avoir un rayon de sortie qui disparaît, il faut que le rayon de sortie soit comme ça, à ras. Donc, il soit à 90 degrés. Donc, en fait, ici, on va faire exactement les mêmes choses qu'on a fait en exercice, mais que si on va faire avec un angle de 90 degrés en sortie. Et on connaît les indices, parce que N1, c'est le vert, donc c'est 1,42 fois sinus de I1, Je peux pas. c'est ce qu'on cherche, c'est I1, est égal à N2, on va dans l'air, donc c'est 1, fois sinus de I2. Et I2, c'est 90. Donc sinus de 90. Et sinus de 90, ça vaut 1. Donc on se retrouve avec du sinus I1 est égal à 1 divisé par 1,42. Donc I1 est égal à sinus moins 1 de 1 sur 1,42. Et donc on fait le calcul là, et normalement on doit retrouver les 42 degrés qu'on a trouvés juste avant. D'accord? 1 divisé par 1,42. Et on trouve 44 ou 45 degrés. Voilà. Un peu plus, parce que là, ça ne doit pas être du verre à 1,42, ça doit être du verre un peu moins. Donc on trouve à peu près 45 degrés. Donc au-delà de 45 degrés, ben, je ne vois plus rien. Ça fait comme un effet miroir. Toute la lumière rebondit. C'est exactement ça qu'on utilise dans une fibre optique. Dans une fibre optique, en fait, c'est un tuyau avec un indice au centre et un indice sur le côté. Et lorsque le rayon laser, en fait, je vais le mettre en rouge, lorsque le rayon laser il va arriver dans votre fibre optique, il va aller dans le fil. Au moment même où il va taper ici, il va passer d'un milieu 1 à un milieu 2. Donc il va passer d'un truc 1 à un truc 2. Vu que l'indice du truc 2 est plus petit que l'indice du truc 1, bah, le machin il va rebondir. C'est comme ça qu'on peut diriger la lumière dans une fibre optique. Là, j'ai compris. Ouais, bon, de toute façon, on reviendra dessus. Et je pense que je vais vous envoyer une petite activité à faire pendant les vacances, un petit truc léger justement là-dessus. Monsieur, le test, c'est noté ou pas? Alors oui, le test. Vous avez un test sur Pronote. Je ne sais pas si vous avez vu.
vous envoyez un mail. Oui, oui. C'est noté, mais c'est bonus. Si ça fait baisser votre moyenne, ça comptera pas. Donc, essayez de le faire, ça coûte rien. Ok, c'est que bonus. Vous avez jusqu'à mercredi pour le faire. Ok. Bon? Donc Oui. là, le truc que je viens de faire, la petite démo que je viens de faire, en fait, vous l'avez ici. De manière générale, avec les indices. Et on trouve bien N2 sur N1. Moi, j'avais 1 et 1,4 ici. On trouve bien exactement ce que j'ai fait. Donc, par exemple, pour l'eau, c'est 49 degrés. Le fibre optique, c'est bien plus que ça. Bien moins que ça, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? La troisième partie, Moi, j'ai je préfère surtout la que- garder, on le fera ensemble parce que c'est un peu plus chaud, je préfère faire ça à la rentrée tranquillement. On va pas se précipiter là, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Non. Non, c'est bon? Non. Mais du coup, l'activité, vous nous l'envoyez par mail? Enfin, vous nous Je vous le l'envoyez mettrai en sur. mail. Je vous l'enverrai. Alors, essayez de retrouver où j'en suis là. Je vous envoie ça par mon bureau numérique. Je pense que ce sera un exercice ou deux. Je vais regarder. Je vais essayer de trouver une petite activité sur l'angle limite. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est. De toute façon, on leur fera en TP aussi l'angle limite, donc pas de souci. Ok. Ok. Bon, bah du coup, on s'arrête là. Je m'excuse encore pour le retard. Bon, c'est pas de ma faute, mais bon, voilà. Pas grave, y a rien. Et du coup, je Y a mets qui sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là. Donc faites passer le mot. Ceux qui n'ont pas vu le cours, il est sur YouTube. Donc je vous envoie un peu de boulot. Puis en attendant, bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes fêtes de fin d'année. Bonnes vacances, monsieur. Bonnes vacances. Merci vous. Et à lundi. En forme. Au revoir.